Bonjour à tous. Nous allons donc commencer cette session de clôture du 10e colloque francophone sur les sondages. Et j'ai le grand plaisir d'annoncer Jean Chiche donc pour cette présentation. Donc Jean, pour ceux qui ne le connaissent pas, est chercheur au CEVIPOF. Donc le CEVIPOF, c'est le Centre de recherche politique de Sciences Po, qui s'intitulait avant Centre d'études de la vie politique française. C'est un grand spécialiste des enquêtes électorales françaises. Notamment, il s'intéresse au comportement électoral, mais aussi à toute la méthodologie statistique associée. Il a présidé le groupe enquête, modèles et applications pendant plusieurs années, en ayant organisé beaucoup de choses. Donc on lui doit beaucoup et je suis très contente de cette conférence de clôture sur enquête et estimation le jour du vote. Merci Jean. Ça marche, oui. Bon, vous m'excusez, je vais m'asseoir parce que je ne vois pas bien l'écran et si je ne suis pas devant, ça risque de pas marcher. Alors, dans un premier temps, je tiens à vous remercier, d'abord tous qui êtes encore présents à cette heure finale. Je tiens à remercier d'abord et avant tout Pascal pour l'organisation formidable de ces 3 jours que nous aurons passés sans bug, dans des super locaux et c'était vraiment très bien. Merci au comité scientifique pour la qualité du programme et pour m'avoir choisi comme orateur de clôture, en espérant que je ne vais pas vous ennuyer et vous avoir fait regretter votre dernier après-midi à Lyon alors qu'il fait encore beau. Merci Anne de présenter cette session. Et voilà, bon, maintenant on va pouvoir commencer cette dernière après-midi sur une thématique qui est peu habituelle, que j'espère un peu différente par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, et dans la mesure où ça va concerner des sondages, mais pas forcément des sondages par enquête d'individus. Alors, on va parler de quelque chose qui est ancré aujourd'hui en France et dans l'ensemble des démocraties, qui est le fait d'obtenir des résultats fiables aux élections le plus vite possible. Alors, c'est 2 manières. D'abord, bien sûr, pour la presse et les médias, c'est le moyen de nourrir leur antenne, d'informer les citoyens, mais c'est aussi pour les électeurs de savoir si leur vote a été utile, si le candidat de leur cœur et de leur choix a été élu. Et puis c'est aussi pour la démocratie française de fonctionner sans attendre, sans ces heures qui souvent peuvent être tragiques. On le voit dans d'autres pays où quand on attend trop longtemps le résultat d'une élection, il peut se passer bien des choses quand les résultats sont serrés ou que c'est pas le candidat attendu qui arrive à gagner. Donc nous allons aujourd'hui parler de ce moment particulier qui est le jour des scrutins. On oublie tout ce qui s'est passé avant. Quand on est responsable d'une opération de cette nature, et Karine Marcet qui est ici pour Sofres, Olivier Marchese pour Ipsos en sont témoins, quelles que soient les enquêtes électorales, quels que soient les sondages qu'on a pu soi-même opérer et analyser jusqu'à la veille, eh bien le dimanche matin, on oublie tout. Seuls les électeurs comptent. Encore faut-il savoir les compter justement et savoir comment ont-ils voté et comment restituer au mieux, avec la plus grande précision, ce vote. Avec ce challenge particulier, c'est que les bureaux de vote fermant au plus tard à 20h pour la France métropolitaine, il est essentiel et impératif, et c'est la loi du genre, de donner les résultats pour qu'ils soient affichés à 20h, donc un petit peu avant 20h. Donc tout va se jouer dans un laps de temps assez court, je vais vous montrer. La précision est importante. Alors, vous connaissez tous la blague de ces 3 statisticiens qui vont à la chasse au canard. Il y en a un qui tire, il dit « Ah, je suis passé 3 mètres au-dessous ». Le deuxième tire, il dit « Ah, je suis passé 3 mètres au-dessus ». Et le troisième dit « C'est bon, on l'a eu ». Et ben, pour des élections, on ne peut pas faire ça. Si on donne le résultat à 3 points près, d'abord on ne donne pas l'élu, on ne donne pas le bon ballotage quand il y a un deuxième tour, on se trompe complètement et on risque même de provoquer des manifestations de rue. Alors cette blague statisticienne ne s'applique pas malheureusement à nous et on est plutôt dans de la gestion de risque, pas toujours contrôlée, vous allez voir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour du vote? Il y a 3 types d'opérations. L'une sur laquelle je vais insister un peu lourdement, et plus longtemps que les autres, qui sont les opérations d'estimation, c'est-à-dire que c'est, vous allez voir, c'est le comptage en temps réel de bulletins de vote qui sont dépouillés dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. On va détailler tout ça. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est des sondages sortis des urnes, ce qui se fait dans la majorité des pays hors de France. C'est-à-dire qu'on va enquêter des électeurs à la sortie des bureaux de vote. On verra un petit peu la méthodologie tout à l'heure, à la fin de la séance. Et la troisième chose, ce sont des sondages le jour du vote. Mais ces sondages, ils n'ont pas pour but d'être prédictifs, ils ont pour but d'éclairer la façon dont les gens ont voté, comme vous le disiez Bruno Cotrez ou Bruno Jambard ce matin, ou Karine d'ailleurs, en essayant d'expliquer les choix et les motivations des votes, ou la sociologie des électorats. Bon, ça, c'est les 3 grands types d'opérations qui sont faites le jour du scrutin, avec une essentielle qui s'appelle les estimations. Et pour ça, je souhaiterais d'abord commencer cette séance par rendre hommage à 2 personnes qui ont énormément compté dans ma carrière, dans ma vie. Le premier, c'est Frédéric Bon, que vous avez peut-être lu. Frédéric Bon est un mathématicien politiste. Il est décédé au milieu des années 80. Frédéric Bon a inventé le process d'estimation en France. C'est-à-dire qu'il a opérationnalisé, en le théorisant un petit peu, la notion d'estimation qui avait, elle, été, vous allez le voir dans la partie historique développée par des collègues quelques années avant. Frédéric Bon avait ceci de particulier, c'est que c'était un homme de science, c'était un mathématicien, un statisticien, mais c'était un politiste, c'était un politique dans la mesure où c'était un citoyen engagé, et c'était aussi un homme très drôle. Et il a commis beaucoup de livres, dont l'un que vous avez peut-être vu ou lu, qu'il a écrit avec Antoine Burnier, son cousin qui était journaliste à Actuel, et qui s'appelait « Que le meilleur perde », dans lequel il montrait que, effectivement, ça ne servait à rien d'être en tête dans les sondages. De toute façon, chacun des 2 camps à l'époque faisait tout pour perdre l'élection. Donc c'est un livre qui, si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande parce qu'il est encore très valable de nos jours. Donc voilà, pour Frédéric Bon, j'ai eu la grande chance, et en même temps, voilà, c'est passé comme ça, de lui succéder au CIBOF. Recruté par Alain Lancelot quand Frédéric est parti créer la BDSP à Grenoble, les politistes de Sciences Po, les politologues de Sciences Po, avaient besoin d'un homme à tout faire pour mettre la main dans leurs cartes perforées et dans leurs enquêtes électorales. Et voilà, ils avaient des idées, mais ils savaient pas trop comment faire. Et ils m'ont appelé à la rescousse, alors que moi, je venais plutôt de l'épidémiologie, des enquêtes de santé, des choses comme ça. Et puis la deuxième personne à laquelle je souhaiterais rendre hommage, c'est le monsieur que vous voyez sur sa planche à voile, c'est Jean-Marie Leglas. Jean-Marie Leglas, lui, il n'est pas politologue, il n'est pas statisticien. C'est un des grands ingénieurs que le XXe siècle a connu en France. Il était le responsable des ingénieurs de la CEMA. À l'époque, Sofres appartenait au groupe CEMA. Et Jean-Marie était responsable de la sécurité nucléaire de toute la défense en France. Donc, question de sécurité, sécurisation d'une opération, il savait ce qu'il faisait. Et j'ai jamais vu quelqu'un programmer aussi bien ni aussi justement que ce monsieur. Et malheureusement, il nous a quittés, et c'est sa passion qu'il a eue. Il a été emporté par une vague au large de la Barbade, et on n'a jamais retrouvé, quoi. Alors, un petit peu d'histoire. Les opérations estimation. Donc, on va partir de quand ça a débuté. C'est en 1965, lors de la première élection présidentielle, au suffrage universel, puisque c'est en 62 qu'on a décidé de passer que le référendum a fait voter les Français là-dessus, que sont apparus en France les premiers sondages d'intention de vote, et ces premiers sondages d'intention de vote sur une élection présidentielle, pour la première fois, réalisés par l'IFOP, ils donnaient le général de Gaulle en ballottage. C'était déjà un grand scoop, et encore fallait-il que le scrutin le valide. Le général de Gaulle ne croyait absolument pas à ça, mais absolument pas, à tel point qu'il n'a pas fait campagne avant la dernière semaine, persuadé qu'il serait élu au premier tour avec 70%. Et
Et donc, le jour du vote de 1965, l'AFP a voulu valider ce résultat donné par les sondages et a engagé une opération en demandant à l'époque à deux chercheurs, jeunes chercheurs du CEIPOF, qui étaient Jean-Luc Parodi et Guy Michelin, d'essayer de monter une opération, alors avec à deux ou avec des journalistes de l'AFP et des calculettes pour essayer de trouver si le général de Gaulle pouvait être mis en ballotage. Tout ce que je vous raconte en termes d'histoire, historiquement, est résumé dans des articles ou des livres qui sont dans la bibliographie du texte long qui sera sur le site du colloque. Donc Jean-Luc Parodi et Guy Michelin ont, pour les premiers pour l'AFP, imaginé une méthode de comptage de butins dépouillés à partir de bureaux tests que les journalistes de l'AFP allaient visiter et dont ils téléphonaient à des opératrices les résultats qui ensuite étaient saisis sur papier puis rentrés dans des calculettes. Voilà. Et ils faisaient des sommes de voix avec un petit principe de correction mais très léger. Parallèlement, l'AFP a aussi, l'IFOP a également produit une opération estimation. Et cette opération estimation, elle a été menée par Lucien Boucharin, qui était statisticien, qui est encore connu dans le métier, enfin même s'il est plus actif bien sûr. Et cette estimation n'était pas du tout basée sur des données telles qu'aujourd'hui on peut les opérer, mais elle était construite à partir de sondages d'intention de vote préalables et de données électorales. Mais il n'y avait pas de principe réellement établi et fort. Cette méthode en 65 a aussi donné, malgré tout, avec une marge d'erreur assez forte, elle m'a quand même donné le général de Gaulle en ballotage. Donc les deux méthodes donnaient le général de Gaulle en ballotage. Et c'est en 73 que finalement tout ça a commencé à se réunifier, et ça s'est réunifié à l'initiative d'un constructeur informatique qui était Honeywell, qui était Honeywell, voilà, pardon, j'étais un peu vite, qui a finalement réuni les équipes et qui leur a demandé de trouver une méthode unifiée. Alors c'est Frédéric Bon qui a réuni ces équipes pour le compte de la Sofres à l'époque, et donc les premières vraies opérations datent de cette époque-là. Alors qu'est-ce que c'est qu'une estimation ? Une fois qu'on a vu un petit peu ce préalable historique, vous avez vu, il y a beaucoup de politologues du CEIPOF et de Sciences Po qui entrent dans l'équation de ce qu'elles sont devenues, mais il y a eu aussi des ingénieurs, des informaticiens, des personnes de terrain. En fait, c'était l'alliance de beaucoup de corps de métier. C'est une opération estimation, ce n'est pas que du calcul, c'est à la fois du calcul, c'est de l'enquête de terrain, mais c'est aussi de la décision et c'est aussi du savoir métier en termes d'analyse politique et de géographie électorale, on va le voir. Alors, c'est le comptage, donc une estimation, c'est le comptage en temps réel des bulletins de vote dépouillés dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Et ces résultats bruts vont être ensuite calés sur les résultats historiques de ces bureaux et modélisés, on va voir comment, pour donner des estimateurs soit par tendance politique, c'est-à-dire par parti, ou famille politique, gauche, droite, extrême droite, etc., ou par candidat quand on est à une élection nominative de type élection législative deuxième tour, ou municipale, ou présidentielle surtout. Alors, comment est-ce que ça marche et pourquoi ça marche ? Ce qui rend les estimations possibles, c'est qu'en France, la pérennité des structures électorales est très très forte. En fait, j'ai l'habitude de dire que, c'est pas un faux sens, mais c'est quand même important de le prendre en compte, les territoires ont de la mémoire. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, toutes les analyses de géographie électorale ont montré qu'il y avait des traditions, et que ces traditions, elles étaient pérennes, elles duraient malgré les changements, malgré les bouleversements, malgré les révolutions.
Regardez par exemple ce qui s'est passé entre 2012 et 2017 pour Jean-Luc Mélenchon. Ce sont des cartes que je vous montre au niveau de la circonscription électorale en France métropolitaine. Simple corrélation est de 0,91 pour Mélenchon. 0,91. Vous voyez que c'est à peu près la même carte. Sarkozy 2012, Fillon 2017, malgré l'affaire et tout ce qui s'est passé et tout ce qu'on a vu pendant la campagne. Les cartes se ressemblent fortement. Corrélation 0,95. C'est-à-dire que les terres traditionnellement à droite ont continué à voter Fillon. Pas avec les mêmes niveaux, mais structurellement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Structurellement, ça continue à être vrai. Marine Le Pen, c'est la même chose. 0,98. C'est-à-dire que quand on a voté Marine Le Pen en 2012, on a continué à voter Marine Le Pen en 2018 dans ces territoires. Ce sont ces territoires qui ont apporté le plus de votes ou le moins de votes à Marine Le Pen, 0,98. La difficulté, évidemment, c'était Emmanuel Macron, mais comme on vous l'a dit ce matin, sachant que François Bayrou avait appelé à voter Emmanuel Macron et qu'une partie, nous disaient les sondages, des électeurs socialistes, de crainte de voir un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ont voté Emmanuel Macron. Ben, vous voyez que malgré tout, la corrélation entre ces deux, entre Macron et les scores cumulés de François Hollande et de François Bayrou, c'est déjà 0,79 dans les circonscriptions électorales. C'est-à-dire que même pour Macron qui perturbe le jeu classique gauche-droite, on est quand même capable de trouver de la structure. Alors, vous voyez, Bayrou plus Hollande, à partir de maintenant, je vais appeler ça une hypothèse politique. Et on va chercher et analyser des hypothèses politiques qui rendront le plus compte ou le mieux compte de, à partir de ce qui s'était passé, ce qui peut se passer le jour du vote. Donc, là, une hypothèse toute simple, c'est Bayrou plus Hollande face à Macron. Donc le postulat, donc, c'est la pérennité des structures électorales, et cette pérennité, elle sous-entend quelque chose de très fort, c'est que les évolutions, elles sont nationales et nationalisées. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, on ne tient pas compte de la différence à l'intérieur d'une région, des différentes tailles des territoires. Seul l'échantillon doit prendre ça en compte. D'où l'importance extrêmement forte et importante et essentielle de la construction de l'échantillon. L'échantillon, il doit tenir compte à la fois de la diversité et finalement du fait de savoir si on est en zone rurale, urbaine, périurbaine ou région parisienne. Donc cet échantillon de bureaux de vote, il doit représenter soit une cible nationale quand on veut estimer une élection nationale, soit une cible régionale ou une cible locale quand on veut estimer une région ou des villes. Et effectivement, on doit reconstituer des bases de données de bureaux de vote. Alors, ces bureaux de vote, à cause d'abord du coût des opérations, mais aussi parce qu'on s'est aperçu effectivement à travers notre expérience que des échantillons de 200 à 500 bureaux étaient suffisants. Et ça dépend du type de scrutin, la taille de l'échantillon. On prend des bureaux de 200 à 500 bureaux de vote. Il faut d'abord les stratifier par grande région. Donc on commence par stratifier l'échantillon. Chacun de ces bureaux de vote doit être à peu près autour de 1000 inscrits. On ne va pas prendre des bureaux de vote de taille différenciée. On va essayer d'homogénéiser de façon à ce que tous les bureaux soient à peu près autour de 1000 inscrits.
entre nous, on répète, je leur ai dit, mais la notion de bureau test des journalistes est complètement fausse. Ça n'a jamais marché, hein, et ça ne marchera jamais. Mais ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Alors, évidemment, cet échantillon, on va le construire sous contrainte, faire un espèce d'échantillonnage équilibré. Alors, à travers le temps, l'heure de fermeture de bureau est extrêmement important. Il y a des bureaux, le plus grand nombre de bureaux qui se trouvent en zone rurale ou dans des petites communes ferment à 18 heures. Des bureaux qui se trouvent dans des moyennes ou grandes communes ferment à 19 heures. C'est jamais les mêmes. Et puis, certaines grandes villes, dont toujours Paris, Marseille et des fois Lyon et Bordeaux, ferment à 20 heures. On va donc devoir nous donner le résultat à 20 heures, ne connaissant pas les résultats dans les bureaux qui ferment à 20 heures et dans une partie de ceux qui ont fermé à 19 heures dont les résultats ne sont pas parvenus. Donc le challenge est là. Hein. Alors, il y a donc l'heure de bureau de vote. La taille d'agglomération est un critère important. Hein, c'est une des contraintes. Et puis, les contraintes qui sont les plus nombreuses, c'est les contraintes sur les résultats des scrutins antérieurs. Alors, on va prendre en général le scrutin le plus proche et le scrutin de même nature le plus proche. Exemple, pour l'élection de 2017, eh bien, on a pu prendre la dernière élection régionale de 2015 et l'élection présidentielle de 2012. Et donc, on a échantillonné, de façon à ce que ces bureaux qu'on allait analyser le jour J soient représentatifs des structures et des résultats de 2012 et 2015. Quand je dis analyser, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait le moins de déformation possible pour chacun des candidats. Ça fait beaucoup de contraintes, ça. Parce que l'abstention en est une aussi. Donc, si vous aviez 10 candidats en 2012, plus l'abstention, ça fait déjà 11, sans compter les autres contraintes, sans compter les 4 ou 5 offres familles politiques qu'on a retenues en 2015, ça fait beaucoup de contraintes, tout ça. Et donc, comment ça marche, l'échantillon ? Alors, historiquement, ça a évolué, mais il y a quand même une façon de faire, je dirais, manuelle, et de type expertise qui fonctionne très très bien. Et la représentante aujourd'hui de cette manière encore de faire des échantillons, c'est Karine Marcet qui est dans la salle, qui fait des échantillons absolument extraordinaires, simplement avec un tableur, les résultats des bureaux antérieurs et des macros. Sa connaissance à la fois de la politique et de la géographie électorale fait qu'elle arrive comme ça, à la main, à construire des échantillons quasi parfaits. Bon. Mais c'est très long, très compliqué, ça prend du temps, et il y a des risques d'erreur, naturellement. On a testé d'autres méthodes, bien sûr, beaucoup plus classiques, ou pas, statistiques. Alors, on a une que j'avais introduite, qui était une méthode factorielle, qui a servi surtout à vérifier les échantillons construits à la main, mais qui a servi à d'autres opérations aussi, qui est une méthode de type factoriel, c'est-à-dire qu'on commence par faire une analyse en composante principale sur les résultats historiques des bureaux. Et puis ensuite, on va faire une classification ascendante hiérarchique sur les coordonnées factorielles qu'on a obtenues. Et on va tirer à l'intérieur des classes, on va faire un tirage équilibré à l'intérieur de classes de bureaux de 1000 inscrits de façon à représenter au prorata les classes obtenues. L'intérêt de ce type d'échantillonnage, c'est qu'il va typer de manière extrêmement forte politiquement les bureaux. On aura des bureaux très communistes, très FN, voilà. Et c'est ce qu'on cherche pendant l'estimation. On cherche à tendre et avoir non pas des bureaux moyens, mais des bureaux très typés. Et puis, on a testé aussi récemment, et ça marche très très bien, la méthode de cube stratifié qu'on doit à Guillaume, hein, et on a utilisé son package R, et c'est vraiment quelque chose qui a donné d'excellents résultats aux dernières élections législatives, par exemple. Ouais, ben voilà, ça je l'avoue, j'avais été trop vite. Alors, le problème, quand on construit cet échantillon, c'est qu'on n'a pas de base globale des bureaux géolocalisés.
D'abord, on n'en a pas eu jusqu'à une période très récente. C'est depuis une période très récente que le ministère de l'Intérieur me fournit des bases de bureaux de vote qui sont pas toujours complètement fiables parce que les bureaux sont redécoupés sans cesse en France. Ils peuvent garder le même numéro d'une élection à l'autre sans que le ministère le dise. Et surtout, s'ils sont redécoupés, évidemment, ça bousille tout. Et aussi, ces bureaux, ils sont pas géolocalisés. Or, l'institut qui va être en charge de l'opération va devoir envoyer des enquêteurs dans ces bureaux, savoir où ils sont géographiquement. Et donc, il y a tout un travail de géolocalisation de manière à préparer le terrain. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est l'alliance de plusieurs corps de métier quand même, ces opérations de folie là. Et puis effectivement, le budget est aussi une contrainte qui passe énormément parce que c'est pas des opérations à fond perdu. Il faut se limiter au budget imparti par le directeur de l'institut une fois qu'il a négocié avec le média et le mécène éventuel. Alors comment ça se passe une fois qu'on a notre échantillon? On est le jour du vote. Dans chaque bureau, on envoie un enquêteur qui assiste au dépouillement du scrutin, et non pas, il ne va pas interroger des électeurs, je le répète encore une fois. Alors, c'est ce que les Américains appellent le quick count. Vous trouverez dans la bibliographie que j'ai mis sur le texte long la façon dont il procède dans un livre de Paul Lavracas. Alors, le rôle de l'enquêteur est de saisir dans une application des résultats des 100 premiers bulletins de vote, puis les 200 premiers bulletins de vote, et de les transmettre à l'institut. Et puis, durant la soirée, il va continuer son boulot, et il va transmettre les résultats des 400 bulletins de vote suivants, enfin des 400 premiers, et puis les résultats définitifs. Donc, il va appeler 1, 2, 3 ou 4 fois, suivant les indications qu'on lui donnera dans la soirée. Donc finalement, ça veut dire que 1, 2, 3 ou 4 fois, en général 3, on va voir se dérouler à peu près le même film, nous qui suivons l'estimation de près. Et donc il faut tenir compte de ce qu'on a vu, de ce qu'on a corrigé pour annoncer la suite. Alors comment ça fonctionne une fois qu'on reçoit les résultats? Alors donc vous voyez, à chaque instant, la base s'enrichit de nouveaux bureaux, dont on connaît à la fois le résultat partiel et en début de soirée, évidemment, l'échantillon est incrémenté par les premiers bureaux qui sont les plus ruraux, qui sont pas du tout, entre guillemets, calés, centrés sur les résultats historiques. On va voir dans des exemples ce que ça veut dire et comment on va corriger ça. Donc, on a utilisé et grâce à Frédéric Bon qui a inventé cette méthode à l'écart. Et puis, il va falloir imaginer, et c'est là que les politiques rentrent en jeu, et puis après les statisticiens, il va falloir imaginer pour chacun des candidats ou des tendances politiques d'où viennent les voix. Qu'est-ce qui produit ces voix? On va appeler ça des hypothèses politiques, comme on ferait des hypothèses finalement en régression. Vous allez voir que c'est la même chose. Et chacune de ces hypothèses politiques, on va en calculer au soir du vote ce qu'elle aurait donné avec les bureaux qui arrivent au tenté au scrutin antérieur. Et on va la comparer au score brut et on va faire une modélisation à l'écart. Alors, ces hypothèses politiques, on a vu tout à l'heure un truc tout simple pour 2017 qui était pour Macron, Bayrou plus Hollande, mais évidemment ça peut être beaucoup plus sophistiqué. Ces idées-là, ça fonctionne tant qu'on est dans des modes de scrutin, dans des scrutins où finalement les clivages ne sont pas trop perturbés, sont assez classiques. Quand on est dans des clivages de nature différente, comme par exemple ça a été le cas pour les référendums européens. En 92 pour Maastricht, en 2005 par exemple pour le TCE. C'est plus du tout les clivages gauche-droite. Donc là, il faut imaginer des combinaisons linéaires dans l'offre électorale qui convergent le plus, alors par exemple en 92 ou en 2005, vers le oui ou vers le non. Alors ça m'a tout simplement donné l'idée de programmer de la régression sous contrainte, que je compare aux résultats des hypothèses émises par les politistes. Alors,
plus le temps est passé, au départ, mes contraintes étaient très dures. Et puis, plus le temps est passé, plus j'ai allégé les contraintes. Pourquoi ? Parce que dans mes contraintes, il y avait des niveaux il y avait des tolérances. Je disais, l'abstention, elle pourrait sûrement pas être plus de tant de %. À partir des analyses, soit des sondages, soit des analyses de sociologie électorale qu'on avait. Tel parti de droite, il pourra pas voter à plus de tant de % pour tel parti d'aujourd'hui ou tel candidat d'aujourd'hui classé à gauche. C'est pas possible, c'est pas logique et politiquement ça peut pas se produire. Et avec le temps, finalement, on voit que tout est possible en politique. Et il a fallu alléger, détendre les contraintes et quasiment aujourd'hui presque les supprimer complètement. Donc, il reste comme contrainte que le caractère positif des opérateurs. Il nous faut garder des coefficients positifs, bien sûr. On élimine les coefficients négatifs. C'est tout ce qu'on a gardé comme contrainte. Il n'y a plus de contrainte politique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une opération d'estimation ? Ça a évolué dans le temps, mais le schéma est à peu près toujours le même. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma où on a des enquêteurs qui transmettent des informations à l'Institut, alors qu'ils les transmettaient par téléphone et qui maintenant les transfèrent par des applications, à condition qu'il y ait du réseau et qu'ils aient un téléphone qui fonctionne dans le bureau de vote où ils se trouvent. Et cette information est traitée sur des plateformes à l'Institut de sondage et transmise à un grand fichier de saisie. Et avant d'être transmise, chacune de ce qu'on va appeler ces transactions doit être validée par une équipe spécifique qui va analyser les litiges en fonction le logiciel va analyser toutes les tolérances et tout ce qui est impossible. Il va essayer de repérer si un opérateur dans un bureau, si un enquêteur n'aurait pas inversé des résultats, par exemple, ou si s'est pas trompé à un zéro près. Vous voyez, il y a des tas de vérifications, effectivement, de validation de la saisie. Donc, une fois que le résultat est validé après être passé par les litiges, si il est en litige, les responsables des litiges rappellent les enquêteurs qui vérifient et qui retéléphonent à l'époque ou qui ressaisissent dans leur application aujourd'hui le bon résultat, et ce résultat est incrémenté dans la base en temps réel. Ok ? Et de l'autre côté, on va avoir à la fois ce qu'on avait appelé la chaîne d'estimation qui va analyser tout le paramétrage politique, c'est-à-dire les hypothèses politiques qui auront été faites en amont, qui va calculer les régressions toujours en temps réel, et qui va produire des résultats qui vont être ensuite donnés à des instruments d'aide à la décision, je vais vous montrer aussi, et ces résultats, une fois analysés et décidés, sont transmis aux médias. Donc c'est quand même assez lourd, une chaîne d'estimation, il faut dire la réalité. Voilà comment ça se passait, un retour à l'histoire, au début des années 2000. Alors je ne suis pas remonté jusqu'aux cartes perforées, mais j'aurais presque pu. Mais par contre, j'avais pas de photos. Par contre, on a retrouvé des photos du début des années 2000. Alors, on travaillait sur des stations Unix. On travaillait avec HP, donc c'était du matériel HP avec des stations et des terminaux assez lourds. Voilà, du câblage partout. C'était tellement des opérations de grande envergure qui n'avaient pas assez de place dans les locaux des instituts, qui étaient obligés de trouver des locaux à l'extérieur qu'on puisse s'installer. Il y avait des générateurs en cas de panne électrique, il y avait un central téléphonique de secours, enfin bref, je vous dis pas le monde que ça mobilisait. Voilà un soir d'estimation, à quoi ça ressemblait une salle, là c'était Uniloc qui devait être sponsor, voilà à quoi ressemblait une salle de saisie. À l'époque, les données étaient envoyées par téléphone et les personnels saisissaient les résultats en temps réel. Voilà à quoi ressemblait un écran de saisie. Alors, le programme de saisie était écrit en C et les programmes de calcul ont tous été écrits et continuent à tourner en Fortran. Maintenant, il y a aussi une chaîne beaucoup plus moderne, mais qui produit les mêmes résultats. Mais je peux vous assurer encore et toujours que le Fortran va beaucoup plus vite que n'importe quel langage d'aujourd'hui.
Ça n'a rien à voir. Une photo de mes deux amis complices et avec qui on décide finalement le soir, c'est Karine Marcet qui a présenté ce matin, qui doit être là, et Daniel Boire, mon ami au CEVIPOF, qui contribue avec moi et Karine à construire des hypothèses politiques. Et donc voilà, on les voit ici en train de vérifier qu'une fois qu'on a décidé, le bordereau qu'on va transmettre aux médias est juste. Parce qu'il y a aussi, ça aussi, c'est une source d'erreur. On peut décider de donner, et puis, entre la décision et la transmission, il y a des bugs. Tout est possible. Alors, on a imaginé de faire une transmission automatique, mais ça a été pire. Donc, il vaut mieux encore on a considéré qu'il fallait continuer comme ça. On va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du premier tour de l'élection de 2002. J'ai pris ça parce que ça a été un tournant dans la vie politique française. C'était un séisme. C'est un séisme que, finalement, on n'avait pas complètement imaginé à travers les sondages de la dernière semaine, même si on avait vu une progression très forte de Jean-Marie Le Pen et une chute tendancielle de Lionel Jospin. Mais n'empêche que le 21 avril 2002 a été un séisme pour la France. Alors, pour simplifier ma démonstration, je ne pris que les principaux candidats, sachant malgré tout qu'il y a eu 16 candidats ce jour-là, il n'y en a jamais eu autant, et que c'est aussi une élection où il y a eu la plus forte abstention à 28%. Bon, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les sondages n'ont pas été si forts. Alors, je vous rappelle je vous rappelle pas, je vous le dis parce que personne ne s'en rappelle. Jacques Chirac a obtenu au premier tour de cette élection 19,5%, 19,4% en métropole, mais 19,9% France entière, sachant que nous, on doit donner les résultats France entière, même si on a des bureaux uniquement en métropole, donc il faut imaginer un petit modèle à référence qui permette de calculer un différentiel entre les deux. Lionel Jospin a obtenu 15,8% en métropole, mais 16,2, c'est-à-dire presque un demi-point de plus en France entière. Et Jean-Marie Le Pen a obtenu 17,2 en métropole et 16,9 en France entière. Finalement, le résultat final, pour définir le ballotage entre Jacques Chirac étant qualifié, entre Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen, il n'est finalement que de 0,7. Quelques centaines de milliers de voix. Très très peu. Alors comment ça marche le principe de calage, enfin pas de calage mais d'estimation à l'écart, qui a été imaginé par Frédéric Bon sur une idée de Jean-Luc Parodi. Premier bureau arrive en 2002. Il est 18h20 ou quelque chose comme ça. Eh bien, il nous donne 12% pour Lionel Jospin. On fait une hypothèse politique qui est que la relation entre Jospin 95 et Jospin 2002 est forte. Donc notre hypothèse, c'est convergence de Jospin sur Jospin, hein, et toute simple. Jospin, donc, en 2002, il fait 8%. En 95, il faisait 12%. Or, nationalement, en 95, Lionel Jospin avait réalisé 23%. Donc, dans ce bureau, le différentiel entre le score national et le score du bureau était de 11%. Ben, c'est tout con. On va appliquer cette différence de 11% au résultat soir qu'on obtient, c'est-à-dire à ces 8% obtenus par Lionel Jospin dans ce bureau, on va lui ajouter les 11% et on va dire qu'on aurait, sur la base de ce principe de correction à l'écart, un Lionel Jospin autour de 19%. D'accord ? C'est bête. Mais c'est le principe. Alors voilà ce que donnaient les... voilà, c'est une photo d'écran de l'époque, hein, des écrans simplifiés. C'est pas évidemment l'ensemble des listings, c'est des écrans, voilà, des écrans simplifiés. Donc premier bureau, il arrive à 18h22, voilà, il y a l'heure au-dessus. On a 215 bureaux dans notre échantillon, et voilà ce qu'on obtient pour chacun de nos candidats. Donc ici, en brut, vous voyez déjà, on aurait... sur un bureau, on aurait évidemment Jean-Marie Le Pen arrivant en tête, par exemple. Et ça, c'est pas censé. Évidemment, un bureau n'est pas significatif, mais ça aide. Voilà.
Ensuite, on va continuer un petit peu. Le temps passe et en général, quand le temps passe, le stress monte. Les entourages des politiques sont encore plus stressés, les journalistes, je vous dis pas, et les médias attendent qu'une chose, c'est d'avoir l'info. Il est 18h45. Il est 18h45 et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit là, dans nos estimations, que Jean-Marie Le Pen est devant Lionel Jospin. Ouais. Là, on se pose des questions et on se demande, est-ce qu'il y a un bug dans la mécanique ? Est-ce qu'il y a des bureaux qui sont arrivés, qui sont à remettre en question ? Donc, on fait appel aux gens des litiges. Et puis, on va vérifier nos paramétrages, bien sûr. Là, on ne peut rien dire parce que de toute façon, l'écart entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin, entre les estimateurs en tout cas, pour Lionel Jospin, le meilleur est de... Combien ? 0,77 et de 16,4. Alors oui, comment on fait ? On a plusieurs. Vous voyez, il y a plusieurs fois Jospin parce qu'on a plusieurs hypothèses. Ici, dans cet écran simplifié, on a une hypothèse où on prend Jospin sur lui-même en 95, et puis le modèle par la régression. Le modèle par la régression, pour Lionel Jospin, nous donne 16,4. 10 minutes ? D'accord. Je vais aller très vite. Il nous donne 16,4. Si on a plusieurs estimateurs, et on a aussi les estimations de l'historique de 95, on a la même chose pour tous les candidats, on a autant d'estimateurs que ce que les politistes ont imaginé comme hypothèse, en plus de la régression. Et quand on a des équivalences entre nos estimateurs, alors on va chercher la corrélation. Qu'est-ce qui corrèle mieux au résultat brut du soir ? Sachant que finalement, ça sera le résultat brut du soir. En fin de course, en fin de soirée, si notre échantillon est correct, notre échantillon doit donner les résultats avec le minimum d'erreurs. Nous, on dit entre nous, il doit être centré, c'est-à-dire qu'il doit être juste, il doit être quasi parfait, quoi. Et donc, on va chercher la corrélation et on prend l'estimateur qui a la même corrélation. Et puis là, après, on regarde l'incertitude. Et on voit ici que l'incertitude, elle est supérieure à l'écart entre Jospin et Le Pen. Donc, on dit rien. On dit rien aux médias. On dit non, on ne peut pas dire pour l'instant. Même si nous, on pense que, on ne peut rien dire. « 19h45 » 18h45. Voilà. 19h40, il faut donner l'estimation à TF1, donc aux millions de gens qui sont derrière, de façon à ce qu'ils aient le temps de faire le graphique, de l'afficher à l'antenne. Et là, on sait effectivement que ça va être crucial. Depuis quelques minutes, on est certain du ballotage. Un responsable de l'Institut, que ce soit Karine ou quelqu'un d'autre, a téléphoné au candidat. Donc l'information peut se propager. On a effectivement une information qui est le ballotage sera entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et les chiffres sont suffisamment éloquents pour que malgré la correction dont on avait décidé par un petit modèle avant qu'elle serait de 0,5 pour tenir compte de l'outre-mer, malgré tout, Jean-Marie Le Pen resterait devant Lionel Jospin. Donc on peut donner ça et que ça soit affiché pour les Français, quoi. Bon, on avait 115 bureaux, dont 51 étaient déjà des résultats définitifs, mais on n'avait pas les résultats, évidemment, ni dans certaines villes de 19h, ni dans les villes fermant à 20h. Donc on a quand même affairé malgré ça, sachant que l'échantillon, quand même, tenait compte de ces informations, hein. Donc c'est à tous les étages qu'on prend des risques. Voilà, en fin de soirée, on doit obtenir, en principe, des estimateurs qui doivent être quasiment comme les résultats bruts. Si notre échantillon est parfait, il n'y a pas de différence, hein. Et là, l'échantillon était très bien. Alors, on a des aides à la décision.
on va graffer en temps réel soit des hypothèses politiques, soit les résultats bruts, soit les résultats de la régression. Ici, en réalité, vous voyez qu'en 2002, il n'y avait pas vraiment de question. Jamais Lionel Jospin n'a été en position, jamais il n'a été en position de dépasser Jean-Marie Le Pen. Bon, les niveaux, évidemment, il faut qu'on soit le plus précis à l'antenne. C'est pour ça que à 8h30, 9h, 9h30, on affine les résultats. Mais ça, finalement, c'est que pour les FPFU. Ce qui intéresse les gens, c'est de savoir quel est le résultat global et quel est le ballottage ou quel est l'élu, bien sûr. Et voilà, et ouais, ce graphique, il nous le dit assez facilement, en fait, en termes de décision. Mais alors, 2002, ça a été important pour le pays, mais ça n'a pas été le plus dur. 2017, ça a été terrible. Et le stress de 2017, pour nous, en tout cas, qui l'avons fait à Kantar public, là, TNS Sofres, ça a été horrible. Voilà ce qu'on avait comme graphique. Et regardez les heures. Vous voyez, vous avez des paquets de bureaux qui font remonter de façon folle Jean-Marie Le Pen. Et alors, il s'est passé un truc dingue. Je vous le donne, vous, en tant qu'assemblée statisticienne. En principe, les partiels, les résultats partiels, les centaines, les 200 doivent donner les mêmes résultats que les 400 ou les définitifs, si lui, on a été correctement mélangé. Il y a un certain nombre de bureaux dans lesquels les premières centaines nous ont donné ces décalages-là. On a calculé la probabilité, elle était de 0,004%. Je vais redemander à Guillaume de refaire le calcul, il a trouvé comme moi, donc j'étais tranquille, c'est effectivement un problème lié à ça, et c'est quand même tout à fait étrange, et ça a été très ennuyeux, quoi. Et vous voyez, donc on a eu un problème d'ordre d'arrivée entre Macron et Le Pen, mais pas seulement. On a eu aussi le même problème, pas tout à fait aussi fort, mais très fort quand même, entre Mélenchon et Fillon. Alors c'était pas moins important parce qu'ils n'étaient pas au second tour, mais n'empêche que ça a permis de dire à Mélenchon, je crois pas aux estimations à 20h et qu'il était fou furieux, quoi. Hein, voilà. Parce qu'on les a donnés à égalité, nous, à 20h. On n'a pas pris de risque. On a dit, on a un ballottage Le Pen, Macron à 23, et on ne peut pas départager Fillon et Mélenchon. On l'a fait que 20 minutes plus tard. C'est-à-dire que, bon, c'est un problème, mais c'est un problème qui est lié, vous avez vu, à des problèmes de hasardeux. Et puis il y a un deuxième aussi problème que j'ai identifié, c'est évident, c'est que comme la loi électorale avait changé à cause de la loi, il y a une réforme de la loi électorale le 25 avril 2016 qui fait que pour une élection présidentielle, tous les bureaux doivent fermer à la même heure. Ils sont fermés à 19h ce jour-là. Ils sont fermés à 19h. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les paquets de bureaux qui ferment à 18h. Et donc, les premiers bureaux qui nous parviennent, ils nous arrivent à 19h30. Donc, à 19h45, voire 20h, on n'avait pas assez de bureaux, en réalité. On n'avait pas assez en masse de suffrages pour prendre des décisions réelles. Pour en avoir assez, il aurait fallu avoir un échantillon du double de bureaux. Donc, l'opération coûte 2 fois plus cher. Ok, voilà. Donc, c'est vous donner donc, c'est ça, les estimations électorales. Très rapidement, il existe très rapidement, mais parce que c'est pas utilisé en France. On a d'autres types d'opérations qui sont des opérations sorties des urnes, qui sont des sondages d'électeurs faits à la sortie des bureaux de vote. Alors, c'est des sondages sur des échantillons de bureaux de vote, à peu près construits comme ceux qu'on a vus précédemment, mais on envoie un enquêteur, et cet enquêteur, il va faire un sondage par part. Tous les 5 électeurs qui sortent du bureau, il va leur demander de poser un suffrage dans l'urne. Ok. Pourquoi ça marche pas en France? Pour 2 raisons principales. Beaucoup de données manquantes, d'électeurs qui veulent pas, et beaucoup c'est du déclaratif, même quand on leur demande de mettre dans l'urne, ils répondent des conneries. C'est comme ça. On est dans un pays où culturellement, les gens, à la sortie des bureaux de vote, ils veulent garder le secret de leur vote et ils disent pas forcément la réalité.
Ça marche dans tous les pays autour de nous. Vous avez vu la semaine dernière en Bavière, en Belgique, au municipal, partout ça marche. En France, non. Pour l'instant, non. Alors peut-être que ça remarchera. On n'en a pas fait depuis moins d'une quinzaine d'années en France. Seules les académies continuent à le pratiquer à l'échelon local pour avoir des informations sur, effectivement, les structures des électorats. Mais voilà, donc ça, on n'en fait plus. Mais c'est quelque chose qui est très important, qui se fait beaucoup. Et vous trouverez un article précepte dans la biographie que j'ai mis. C'est un article qui a été fait par des collègues anglais dans le journal de statistique, la British Society. Voilà, un très très beau papier d'ailleurs. Et puis on fait aussi des sondages et on fait aussi des sondages jour du vote, qui sont des sondages classiques, qui n'ont pas du tout pour but d'être prédictifs, mais simplement de donner des informations sur qui a voté qui et pourquoi. Le jour du vote, on va interroger par téléphone ou par Internet des électeurs. Alors là encore, pas prédictif parce qu'on ne sait pas du tout si les gens disent la vérité, s'ils ont ou pas été votés, donc il y a des problèmes liés au niveau de l'abstention et de la participation, mais ils donnent des informations une fois qu'ils ont été calés, redressés sur le résultat de l'estimation, des résultats à peu près propres sur la composition sociologique des électorats, sur les motivations, sur le moment de la décision, etc. C'est des informations qui nourrissent les antennes des médias. Et donc, pour conclure, je vais faire une conclusion en demi-teinte. Je suis pas sûr que le futur soit aussi doré pour ce type d'opération qu'il n'a été jusqu'à présent. Parce que ces opérations qui coûtent cher, parce que, d'abord très cher même, parce que les moyens technologiques changent, que jusqu'à présent les urnes électroniques n'ont pas fait leur preuve, parce que l'acte de déposer un bulletin dans l'urne est quelque chose qui encore est civiquement très important, mais aussi parce qu'il y a des problèmes de sécurité et de falsification de ces urnes électroniques. Le vote par Internet à l'échelon national, ça n'a pas l'air de marcher, pour l'instant, à suivre. Et puis aussi parce qu'il faut dire la réalité, qu'en dehors de l'élection présidentielle, les Français s'intéressent de moins en moins à la politique. Et donc les médias mainstream s'intéressent de moins en moins à payer très cher des opérations de cette nature. Et déjà, et c'est le cas depuis longtemps, les médias mainstream ne payent plus tellement. Et donc les instituts en charge sont obligés de trouver des mécènes qui accolent leur nom à ces opérations, qui peuvent fournir effectivement de l'infrastructure, qu'elle soit logicielle ou pratique, d'aide. Mais jusqu'à quand ça existera, ça on ne sait pas. Alors, si ça ne devait plus se faire, on aurait de nouveau un gros problème. Vous voyez déjà que les gens ne sont pas capables d'attendre 20 heures pour avoir des résultats fiables, que dès 16 heures ou 17 heures, même avant que les bureaux ferment, on voit fleurir des premières fausses estimations sur Twitter et ailleurs, ou sur les sites belges, suisses et d'Andorre. Et ces fake news, parce que le plus souvent ce sont des fake news, ne sont pas faites pour rassurer quant à l'avenir. S'il n'y a plus d'estimation, on risque de revivre une ère de grande hésitation et de latence importante avant que le ministère de l'Intérieur ne fournisse des résultats consolidés et fiables en début de matinée seulement. À minuit, on n'a pas encore le résultat de toutes les grandes villes. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, et en tout cas, ce n'est pas les choses qu'on fait habituellement. Merci beaucoup Jean, je pense que ça nous a effectivement beaucoup intéressés. Alors on est un tout petit peu en retard, mais on a quand même le temps pour quelques questions. Je propose une ou deux questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question, vous avez dit à un moment qu'il faut favoriser des bureaux de vote qui sont plutôt extrêmes, qui vont avoir des votes très très marqués plutôt que des bureaux de vote moyens. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ? Oui, parce que quand vous faites une régression au moindre carré sous contrainte, il vaut mieux avoir des données très typées pour que la coefficient soit bien claire et bien distincte. C'est vraiment... je n'ai pas le temps d'écrire les équations, mais ça vient de là. Jean, tu nous as évoqué le trouble que vous avez eu au début de l'estimation des dernières présidentielles. Je me demande si ça ne tient pas, pour une part, au fait que
ce qu'on dit souvent, c'est que les personnes qui votent tôt et les personnes qui votent tard ne votent pas vraiment la même chose. Et donc, quand on retourne l'urne et qu'on voit les 100 premiers bulletins, eh ben, ce sera peut-être pas représentatif de ceux quand on aura les 1000. Et donc, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque, justement, à commencer à faire des estimations avec une fraction qui est peut-être pas forcément représentative du bureau de vote en question? Alors non, en fait, c'est la seule fois où on a constaté effectivement. En principe, les urnes sont mélangées avant le dépouillement. Dans la grande majorité, enfin, en principe, ça se passe comme ça, c'est la loi. C'est souvent comme ça que ça se passe. La seule fois où on a constaté des problèmes, à part cela, mais là, je dis, c'est peut-être aussi lié au fait qu'on n'avait pas assez pris de bureaux dans l'échantillon. C'est dans le 5e arrondissement à Paris, la mairie de Gentilberry. Et là, je vais aller plus loin. Là, on n'avait pas pris un sondage ni de bureau de vote, on avait fait une consultation, c'est-à-dire qu'on avait envoyé un enquêteur dans tous les bureaux de vote. Et en fait, première centaine, etc., on donnait la concurrente de Tibéri archi gagnante. Il a fini par gagner, parce que les derniers bulletins dans l'urne qu'il n'avait pas mélangés, c'était des procurations. Voilà. Mais c'est des cas très particuliers. Une petite question encore, si vous voulez. Pascal. C'est une question qui est peut-être politiquement incorrecte. Est-ce que les différentes sociétés qui font des estimations, donc le jour du vote, s'échangent des informations avant de les diffuser? Alors, ça a été le cas jusqu'en 95, je dirais à peu près. Ça l'est plus depuis, parce que finalement, via l'Internet, on est déjà au courant de ce que font les autres. Eh bien, merci beaucoup Jean pour toutes ces réponses et merci pour cette présentation qui était vraiment passionnante. Merci. Bien, je ne veux pas vous garder encore beaucoup plus de temps. Je sais que beaucoup de gens ont des trains à prendre. En tout cas, voilà. Je me présente donc Gilles Paulet, professeur de sciences politiques à Sciences Po Lyon et directeur de la Maison des sciences de l'homme Lyon-Saint-Étienne. Donc, au moment effectivement de clôturer ce 10e colloque francophone sur les sondages, je voulais vous dire vraiment combien la Maison des sciences de l'homme a été heureuse d'être associée à cet événement. Bien sûr, avec tous les partenaires, je ne les recite pas, mais au moins les partenaires locaux, bien évidemment, l'Université Lyon 2, l'amphithéâtre, l'Université Lyon 1 également. Alors, la Maison des sciences de l'homme, peut-être vous l'avez découvert pour certains, c'est ce qu'on peut appeler une unité de soutien, d'accompagnement, de structuration de la recherche pour les sciences humaines et sociales sur le site de Lyon-Saint-Étienne. Et à ce titre, on est notamment le lieu de déploiement et d'ancrage local de la très grande infrastructure de recherche qu'on appelle les TGIR, en particulier la très grande infrastructure de recherche Projet d'eau, qui est chargée d'impulser et de structurer une politique publique des données pour la recherche en sciences sociales. Et donc on est au cœur effectivement des thématiques qui ont été évoquées dans ces journées. Et en particulier, nous avons une plateforme universitaire de données qui s'appelle Panel, ici à Lyon, et qui travaille en coopération avec le réseau national des plateformes de données liées à Projet d'eau, pour faire connaître justement l'ensemble des statistiques, des enquêtes publiques produites en France, les grandes enquêtes pluridisciplinaires d'intérêt national et international. Donc on a vraiment été très très contents, même si bien évidemment on aurait aimé encore plus mordre sur le public, j'ai envie de dire, du site, mais voilà, c'est un long combat, ça a été dit, un long travail, mais on a été vraiment très contents de recevoir à la fois ici à Lyon 2 et dans les murs également de la MILC et de la MSH, un très bel échantillon de la communauté francophone utilisatrice, productrice d'enquêtes, de sondages, de données. Et bien évidemment, de toutes ces questions sur les méthodologies de l'enquête, avec des intervenants très variés, qui travaillent aussi bien dans des structures publiques que privées, et qui représentaient, je crois, une quinzaine de pays différents. Donc, au terme de ces 3 journées, en tout cas, il y a eu un riche partage de connaissances, d'expériences,
sur des pratiques professionnelles et sur des pratiques de recherche. C'est quand même la particularité du colloque de mêler justement des praticiens et des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Que ce soit sur les enquêtes, on vient de le voir, les enquêtes électorales, bien sûr que je connais forcément peut-être un petit peu mieux, même si je ne suis pas du tout un spécialiste du sondage, des sondages politiques, des sondages d'opinion, mais les enquêtes aussi sur d'autres thématiques, l'environnement, le climat, la santé, les déplacements, les ménages, les enquêtes sociales, les grandes enquêtes internationales. Et je suis ravi de constater que ce colloque a attiré pratiquement 200 personnes, 150 à 200 personnes, 200 participants. Ça a permis de fédérer les forces, me semble-t-il, de la communauté des chercheurs et des professionnels et des francophones des sondages, des enquêtes, et plus généralement tous ceux qui s'intéressent à la question des données, à la culture des données d'une manière plus globale. Donc je souhaite remercier bien sûr tous les participants au colloque, tous les intervenants, bien évidemment, pour la qualité des interventions, la qualité des réflexions, qui ont nourri, me semble-t-il, de très riches débats dans une logique de grande interdisciplinarité. C'est vraiment remarquable. Je tiens à remercier très chaleureusement, tout particulièrement le comité d'organisation, bien sûr, et notamment son président Pascal Ardilly, le comité scientifique avec sa présidente Camilla Goga, pour l'énergie et l'efficacité déployée dans la préparation, puis dans la réalisation et la mise en œuvre de ces 3 journées, je crois, qui ont été sans accroc et absolument sans faille. Mes remerciements s'adressent également à tous les partenaires, à toutes les personnes qui ont rendu ce colloque possible, qui ont œuvré au bon fonctionnement de ces rencontres scientifiques, et je ne voudrais pas oublier du côté de la MSH, Sonia Guerret-Hamdi, qui depuis le début a assuré le lien entre la Maison des sciences de l'homme et les organisateurs du colloque, et qui a travaillé de manière extrêmement efficace, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Je n'oublie pas l'Institut Camille Jordan, la Société française, bien sûr, de statistique, son groupe enquête notamment, et son président, pour la confiance qui nous a été accordée pour l'organisation et l'accueil de ce colloque. J'espère surtout que les riches présentations, les débats vont être suivis de très nombreuses collaborations et bien évidemment donner lieu aussi à un certain nombre de publications. Et je pense qu'on peut retrouver sur le site notamment du colloque une présentation de ces nombreuses contributions. Donc en vous renouvelant vraiment mes sincères remerciements, au nom de la Maison des sciences de l'homme, au nom de l'Université de Lyon, au nom de l'Université Lyon 2 et de l'Université Lyon 1, en vous souhaitant encore beaucoup d'occasions de partage scientifique et méthodologique, et je sais que vous allez aller du côté belge dans quelques temps. Je cède maintenant la parole au président du groupe d'enquête de la Société française de statistique, Jean-Michel Marin. Merci à vous. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire très original par rapport au discours d'ouverture. Je voudrais surtout adresser de très très sincères remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour que ce colloque se passe dans de bonnes conditions. Donc je pense bien sûr au comité d'organisation avec Pascal, au comité scientifique avec Camilla, qui ont mis une énorme énergie pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Et je pense que ça s'est déroulé pour tous dans les meilleures conditions. Ça a été 3 super journées. On a eu plein d'échanges, plein de thèmes différents, que du bonheur. Je vous remercie bien sûr tous qui êtes venus, qui avez fait le succès de ce colloque, certains qui sont venus de très loin, qui ont traversé quelques océans pour venir nous voir, les jeunes qui sont venus, les moins jeunes qui sont venus, les encore jeunes qui sont venus. Donc merci à tous qui avez fait le succès de ce colloque. Juste peut-être pour dire un petit mot également, merci aussi beaucoup à Jean, puisqu'on vient juste d'avoir une très très belle conférence de clôture. Donc merci Jean, sur un sujet qui pour moi en tout cas est moins familier, qui m'a beaucoup intéressé. Puis peut-être juste un dernier mot pour faire une ouverture sur le prochain colloque. Comme Yves Thiem l'a gentiment fait remarquer, c'est vrai que je n'ai pas changé de smoking par rapport à celui que vous avez pu voir quand on était à Gatineau il y a 2 ans. Ça sera probablement le même smoking que vous verrez dans 2 ans à Bruxelles, où Catherine a la gentillesse de nous accueillir. Et donc Catherine Fernandel sera la présidente du comité d'organisation. Alina Mattei sera la présidente du comité scientifique. Donc j'espère vous revoir tous nombreux là-bas. Et puis merci beaucoup. Bon, c'est moi qui ai le dernier mot. Alors, au nom du comité d'organisation, je crois qu'on peut dire qu'on était très heureux d'organiser ce colloque, qu'on vous remercie vraiment très chaleureusement d'y avoir participé, parce que le succès du colloque, c'est d'abord le succès des participants avant d'être le succès du comité d'organisation. Et à titre personnel, je suis très impatient d'aller tester de l'autre côté de la barrière le prochain colloque sondage à Bruxelles dans 2 ans. Voilà, donc rentrez bien chez vous et on se revoit dans 2 ans
pour le prochain colloque.